Rebonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. La pause était nécessaire, en tout cas pour moi, parce que ce matin, ça a été quand même très dense. Il y a eu beaucoup de contenu. J'espère qu'on va continuer sur la lancée. Donc, voilà, on est donc deux professionnels. Lynn Lancio qui se présentera plus tard, puisque avec une maman qui l'a accompagnée, qui vient du Nord, que je remercie. Et Madame Yessayan qui est à mes côtés. Donc, on a essayé de travailler toutes les quatre, donc chacune dans son territoire. Lynn et Madame dans le Nord et nous dans le Gard, sur personnel professionnel, le franchissement de la frontière, de l'étanchéité à la porosité. Et on définira les termes durant la présentation, parce que même nous, il y a des mots qui n'étaient pas évidents. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Catherine Mazy et voici Brigitte Yessayan. Nous souhaitons aujourd'hui partager avec vous, famille et professionnels, l'expérience de notre rencontre entre la professionnelle que je suis, la maman que vous êtes, la personne que vous êtes aussi et moi aussi. Donc je vais lire un petit peu le texte parce que Madame Yessayan est assez... je ne dirai pas les choses comme ça. C'est pas lire. Bon. Elle sait pas lire. Donc elle veut pas lire. Donc, nous souhaitons nous présenter à l'aide d'un sociogénogramme. C'est pour ça qu'on a demandé l'aide de Lionel, qu'on remercie vivement. Donc, le sociogénogramme, c'est un dessin utilisé en clinique de concertation et dans le travail thérapeutique de réseau, auquel je me suis moi-même formée auprès de Jean-Marie Lemaire et Marie-Claire Michaud. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site, cliniquedeconcertation.net. Et c'est vrai que ce dessin, on l'utilise à la communauté COST lors de la première rencontre avec la famille pour faire connaissance, pour sortir du cadre juridique ou en tout cas des papiers administratifs, pourquoi vous êtes arrivé ici. Donc ça nous paraissait intéressant de faire cet exercice pratique devant vous. Donc il y a un code couleur qui n'est pas très compliqué. Les professionnels sont représentés en vert. Donc les petites maisons représentent les services, les établissements, et toujours reliés à des petits bonhommes verts aussi, puisque ce sont des professionnels. Et on cherche à représenter les liens qui existent entre ces personnes avec des flèches de couleur verte. Les flèches de couleur bleue représentent les relations entre les membres des familles. Et ensuite, le code couleur. Bon, après, si vous vous perdez, c'est pas très grave. Les flèches rouges partent des membres des familles vers les professionnels. Et les flèches oranges partent des professionnels vers les membres des familles. Voilà. Donc, pourquoi ce thème ? L'idée surgit alors qu'on participe aux journées d'études de Royan en 2016. Je dis on parce que Lynn y était également. Et lorsque je découvre sur mon téléphone portable un message de Madame Yessayan, elle est hospitalisée pour des examens et me demande l'autorisation d'inscrire mon nom sur sa fiche d'hospitalisation. Qui prévenir en cas d'urgence. C'était ça ? Oui. Oui. Je réponds favorablement à cette demande et en même temps, je prends conscience que je franchis volontairement la frontière et le cadre de mon action. Je m'interroge sur qu'est-ce qui pourrait m'empêcher ou m'engager à le faire. J'avais peut-être un peu peur d'être envahie par cette dame. Je me suis dit, si je lui permets de mettre mon nom sur sa fiche d'hospitalisation, la prochaine fois, qu'est-ce qu'elle va me demander ? J'avais peur aussi de perdre ma qualité professionnelle.
Je me suis dit, bon, est-ce que je peux aller vers ça? Et en même temps, j'avais envie de répondre à cette confiance accordée. Puisque je me rappelle que j'avais fait écouter ce message à mon chef de service, Monsieur Lecointre, et même à Lynn. Et c'est vrai que moi, j'avais été un peu déstabilisée par cette demande et en même temps émue. Il faut bien vous servir à quelque chose. Bon, ben voilà, elle a donné le ton. C'est finalement Brigitte qui a franchi cette frontière en sollicitant par cette demande ma part personnelle, humaine, qui souvent quand même chez les professionnels est à l'arrière-plan dans nos pratiques. Donc, j'ai envie que vous disiez peut-être, pour vous, qu'est-ce qui a permis à notre relation de faire la part belle aux incartades vers le territoire du personnel? Alors, pour vous, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Le McDo. Le McDo ou le Quick? Ouais, c'est le Quick, oui. Ça marche. On vous entend. Bon, je suis Brigitte. Et ça y est, vous savez, je n'arrête pas de le dire. J'ai 4 garçons, 4 grands garçons. Un qui vient juste d'avoir 18 ans, qui était à la communauté Coste. Il est ressorti, ça fera 1 an à la fin du mois. C'était très compliqué avec cet enfant hyperactif dès son jeune âge, instable dans tous les milieux, à la maison, à l'école, il s'est fait virer, enfin bon, j'en passe. Et voilà, je suis atterri à la maison Coste, j'ai connu ces écarnumènes, comme on dit, mais très gentil. Voilà, merci de me rappeler, Et en fin de compte, eh ben, ça s'est très bien passé, comme disait la maman ce matin. Il faut avoir confiance en eux. Moi, je donne très rarement ma confiance. Pour moi, c'est à la tête du client. N'est-ce pas, Ghislain? Hassan. Et les 2 filles qui sont là-bas, Jessica et Priscilla. Voilà, donc sans compter Catherine évidemment et Christophe. Et ça s'est très bien passé. Dylan a eu beaucoup de difficultés à rester en foyer parce que depuis tout petit, il y est, hélas. Et comme je lui dis, arrête tes conneries et tu sortiras plus vite. Mais bon, comme Madame Taxi, mon fils faisait énormément de fugues. Donc voilà, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, j'en ai eu marre qu'ils fassent des foyers, des maisons d'accueil, des familles d'accueil et des lieux de vie. Voilà. Et un jour, au bout d'une réunion avec Christophe, Monsieur Lecointre, Catherine, Ghislain, qui s'est énervé ce jour-là, je me souviens, qu'il voulait taper sur mon fils, sauvage. C'est vrai en plus. Bon, je vous pardonne. Et ce jour-là, j'ai dit, j'en ai marre, il faut que Dylan y rentre à la maison. Est-ce que ça a été le déclic pour Dylan? Je ne sais pas. Donc fin juin, ça devait être vers le 25 juin, il est rentré à la maison. Ça n'a pas été facile tout de suite, parce que ça faisait un moment qu'on ne vivait pas ensemble. Et pendant juin jusqu'au 3 avril. Il est parti, moi j'appelle ça l'armée, parce que c'est un bras de l'armée, c'est l'Épide. Sûrement il y en a qui connaissent. Il a eu ses 18 ans le 1er avril, et il s'est engagé le 3, pour 8 mois. Depuis, il va très bien. Quand le réveil, j'ai oublié le réveil, il m'engueule. Comme quoi mon portable, il marche jamais. Et là, il voulait venir aujourd'hui, mais bon, c'est les devoirs. Hein, à 6h le matin, c'est debout. Le garde à vous devant le drapeau. Alors que d'habitude, à 10h, 11h, même 17h du soir, il dormait encore. Les éducateurs peuvent vous le dire. C'était pas facile. Et voilà, donc pour l'instant, tout se passe bien. Espérons que...
touche de la peau de singe. Il paraît que ça porte bonheur. Hassan, mon chien te fait une grande léchette. Ouais, oubliez pas mon chien. Hein. Oui. Comment? En bleu ou en rouge, Dylan? Ben, je sais pas, en fait, comme vous voulez. C'est pas moi le professionnel. Mais attends, laisse-moi ma sucette. Non, ma question à Brigitte, puisqu'elle m'a autorisé à aller Brigitte aujourd'hui, c'est le fait que Dylan n'ait pas pu venir aujourd'hui, ici, à la réunion, la rencontre, comment ça s'appelle déjà, enfin, là où on est pendant 2 jours, journée d'études. Bon, on est à Nîmes, bon, et je n'ai pas fait la feria et ça fait 2 ans que je ne peux pas la faire à cause des journées d'études. Non, ça c'est pour me disculper. Donc ma première question, ma question, l'initiale de ma question, c'est Jordan aujourd'hui qui ne peut pas venir. Est-ce que Dylan... Madame Mazie, je n'ai pas bu. Dylan qui ne peut pas venir aujourd'hui, je fais une flèche rouge ou une flèche bleue? J'explique pourquoi, parce que rouge, c'est un membre des familles, un usager qui active un professionnel. Bleu, c'est des gens qui vivent ensemble. Donc Dylan ou Brigitte, aujourd'hui, Dylan est quelqu'un qui vit. Est-ce qu'on est considéré comme vivant ensemble ou comme un professionnel vu qu'il n'y a plus de mesure? Et ça, il n'y a que la personne et les membres des familles qui peuvent y répondre. Ou m'aider, en tout cas, à le dessiner. Peut-être rouge, elle dit quand même. Peut-être rouge. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit bleu. Mais en fait, parce que là, on a mis sur le côté un sociogénogramme qu'on a fait avec Madame Yessayan avant de venir, pour voir un petit peu qu'est-ce que ces questions de personnel professionnel mettaient au travail. Et donc, c'est vrai que il y a plein d'endroits où il y avait des doubles flèches dont on ne savait pas si c'était plutôt bleu ou plutôt rouge, bleu ou vert. Parce que, bon, aujourd'hui, par exemple, Madame Yessayan, elle vient témoigner, ça pourrait être un petit peu du vert, parce que, d'une certaine façon, elle détient une forme d'expertise, on va dire, du parcours qu'on a fait toutes les deux, avec sa famille, avec son fils. Et c'est justement ces allers-retours avec les différentes couleurs qui sont intéressantes dans le thème qu'on propose. Donc tu peux faire aussi, je pense, une flèche bleue. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, ce qui a été déterminant pour Madame, dans la relation qui s'est tissée, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était effectivement à Quick, suite à une audience éducative. Donc les mamans et les familles qui sont là savent un peu comment peuvent se passer des audiences éducatives. Il se dit des choses parfois graves, importantes, essentielles, pas toujours agréables. Et en fait, on a fait connaissance. Donc il y avait la référente de l'aide sociale à l'enfance, il y avait notre chef de service, il y avait Madame avec son fils, moi et mon collègue Hassan qui étions en référence à l'époque de la situation. Et donc, c'est vrai qu'on était dans un cadre informel. On était à Quick. Il y avait des gens qui venaient, qui repartaient. Il y avait du bruit, des bruits de fourchettes, etc. Et on a été amené à parler... Oui, Il n'y a pas de fourchette à Quick. Ah bon, si, non, pour les salades, bien sûr que si. Elles sont dans ta tête, les fourchettes. Ah voilà, c'est ça. Et du coup, on a quand même parlé de ce qui s'était dit à l'audience, de comment est-ce qu'on pourrait peut-être commencer le travail. Et Madame Yessayan, tout de suite, elle m'a titillée sur le plan personnel, c'est-à-dire, mais vous voyez comment vous parlez, comment vous adressez aux gens, comment vous regardez les gens. Voilà. Donc, avec un peu de provocation, de l'humour, je pense que c'est ce qui a teinté notre relation. Et surtout, cette première rencontre ne s'est pas faite au domicile, ne s'est pas faite dans un bureau, ne s'est pas faite
voilà, dans une salle de réunion. Et par rapport à ce qu'on disait ce matin avec les collègues de la recherche-action, je pense que pour nous, il faut qu'on s'interroge sur comment on fait connaissance avec les membres des familles la première fois, peut-être pas dans un cadre si formel dont on a l'habitude. Je continue, Madame Yessayan. Cette première rencontre a installé un climat atypique que nous allions l'une et l'autre, les uns et les autres, par extension de la confiance, développer, tisser, enrichir au fil des échanges, parfois contradictoires, parce que des fois, on n'était pas d'accord. Des rencontres, on a beaucoup fait de repas et des temps partagés aussi, ce dont on parlait ce matin, puisque... Beaucoup de repas. Beaucoup de repas. On mange beaucoup à la maison. Et c'est vous qui cuisinez souvent, hein? Comment? C'est vous qui cuisinez. Bah oui, je suis obligée. Voilà, moi j'arrive avec le pain ou le dessert. Et vous vous rappelez la fois où vous êtes parti à la neige? Oui. Avec Dylan? Oui. Vous pouvez... On a oublié mon chien. On ne pouvait pas le prendre. Non. Oui, on a été à la neige. Depuis le temps que Dylan, il veut la neige, depuis qu'il est dans le sud, ça fait 18 ans, toujours pas de neige. Donc on a été à la neige, il y avait une dame, une maman, qui se prénomme Pascal. Parce que moi, les noms de famille, je connais pas. Avec, je sais pas, Catherine, au lieu de discuter, là. Oui. Elle avait 3 enfants, non? Oui. Voilà. 3 enfants, il y avait le mien. S'appelle Dyson. Comme l'aspirateur. Et ses cheveux. Donc je disais donc que nous étions partis à la neige. Puis bah, ça s'est bien passé, on est resté, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. C'était un week-end, non? Un grand week-end? Ah, c'était un grand week-end, oui. 4 jours. Oui. Non, moi j'y étais pas. Il y avait une éducatrice qui ne travaille plus à Coste. Il y avait Isabelle. Isabelle. Ça, je m'en souviens d'Isabelle. Oui. Il y en avait une autre avec deux... Jessica. Deux Jessica. Ah, t'étais là? Enfin, vous étiez là. Ah, vous étiez dans le même bus que moi au retour? C'était pas triste, non? Donc, voilà. Donc, il y avait, je sais pas, il y avait Pascal avec ses enfants. Hakim. Ah bon? Bah, je me souviens plus. Depuis, j'ai dormi. Et oui, bah, ça s'était bien passé. On était restés, non, plus d'un week-end quand même. 4 jours. Voilà, c'est ce que je dis. Et c'était quand même une expérience un petit peu, qui a suscité de l'émotion chez vous, puisque quand même à l'époque, vous n'aviez pas le droit de recevoir non, votre j'ai dormi fils avec mon fils pour la nuit. Enfin, je vous rassure, pas dans le même lit. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, vous n'aviez pas vécu ça depuis de longues années. Bah oui, parce qu'on ne sait pas qu'on était interdit, mais quand il était à la Maison Heureuse, à Visque le Fesque, ouais, chez monsieur, je sais plus qui, pendant 3 mois, on n'avait pas le droit de lui téléphoner, pas le droit d'aller le voir. Ben, je vous rassure, j'ai jamais été là-bas, donc je sais pas dans quoi il vivait. Mais enfin, bon, ça lui a permis aussi, comme il est beaucoup manuel, il adore les animaux, donc il s'est formé à aller dans les montagnes avec un chien et une centaine de chèvres, de boucs, je ne sais plus combien, et fabriquer le fromage lui-même, qu'il revendait sur les marchés. C'est vrai. Voilà. Donc après, il a atterri à Coste. Hélas. Comment? Un avion? Je ne sais pas. Je cherche. Vas-y, Catherine. Allez-y, Catherine. Oui, parce qu'on se vous voit. Hein. Alors, donc, en tout cas, là, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'était pas tant... Enfin, on n'avait pas envie de refaire la trajectoire de Dylan, qui est complexe, qui a mis à l'œuvre plein de services et d'institutions, mais plutôt comment notre relation a évolué et comment le franchissement de la frontière entre le personnel et le professionnel, finalement, n'est pas un frein, mais plutôt aide
au travail avec les familles, aide à l'évolution des situations, etc. Donc on s'est un petit peu penché sur les définitions. Donc pour nous, ce qu'on a retenu du personnel, c'est propre à une personne, qui lui appartient, qui la caractérise. Un synonyme pourrait être typique, ce qui fait que quand même, bon, comme vous pouvez le voir, nos deux personnalités, je pense, sont assez typiques. Lorsque nous utilisons avec Madame Yessayan le terme personnel, il ne s'agit pas d'intimité ou de familiarité. Le professionnel, qui concerne une profession, un métier, qui pratique une activité rémunérée, qui est compétent dans une activité. Ça, c'est les 3 sens qu'on a retenus. Dans les formations des intervenants du soin, de l'éducation, on souligne l'importance de rester professionnel en toutes circonstances, ne pas parler de soi, ne pas mélanger vie privée et professionnelle, rester dans le cadre de nos interventions et de nos champs de compétences. C'est ce qu'on nous apprend à l'école d'éducateurs et c'est ce qu'on nous bassine depuis très longtemps. Je me souviens, donc ça c'est une anecdote plus personnelle que j'ai partagée avec Madame Yessayan, de l'assistante maternelle à qui j'ai confié mon fils dès l'âge de 3 mois et demi, parce qu'en fait je reprenais le travail, j'avais envie de reprendre le travail, j'étais peut-être pas une bonne mère, mais bon c'était comme ça. Et en fait cette assistante maternelle c'était son premier agrément. Elle avait eu quand même 3 enfants, dont 2 jumeaux. Et un jour, elle a ressenti le besoin de me questionner au retour de sa formation comme assistante familiale, parce que... Comment elle s'appelle ? Alors, elle s'appelle Françoise. Mais mon fils serait là, il l'appellerait Tati Nounou. Et donc, elle était embêtée parce qu'elle me dit, pendant cette formation, on m'a dit que... il ne fallait pas porter les bébés contre soi. Il faut que le bébé regarde vers l'extérieur pour éviter l'attachement, pour éviter le mélange entre moi je suis professionnelle et il ne faudrait pas que... Voilà. Et elle me dit, on m'a surtout dit qu'il ne fallait pas que je me fasse appeler Tati, Tati Nounou. Alors j'ai dit, écoutez, nous, ce qu'on recherche, sinon je n'aurais pas embauché une assistante maternelle, c'est justement le côté humain. Et bon, donc quand je réfléchis, mon fils a maintenant 23 ans. C'est vrai que, en fait, il continue à l'appeler Tati Nounou, et de temps en temps, il va la voir. Donc je veux dire, la frontière entre personnel et professionnel, il faut quand même se méfier des termes, je trouve. Ensuite, on passe à l'étanchéité. Donc, ce qui est étanche, c'est imperméable, caractère de ce qui est étanche, c'est-à-dire qui résiste à l'eau, qui ne laisse pas passer les liquides. Et le deuxième sens fait de ne pas pouvoir parler, communiquer avec quelqu'un. La porosité, l'état de ce qui est poreux, par exemple comme l'argile, le synonyme, quelque chose qui est perméable, transparent. Dans nos pratiques éducatives envers les membres des familles qui rencontrent à un moment donné de leur trajectoire des difficultés et pour lesquelles nous sommes mandatés afin d'agir, de les accompagner, une frontière existe de fait entre le professionnel qui exerce son métier et la personne qui se voit contrainte ou qui sollicite une aide. Chacun évolue dans son périmètre, son territoire. L'un est dans son espace de vie privée, l'autre dans un espace de travail. Il nous faut franchir la frontière pour rencontrer l'autre, et ce franchissement a été pour moi, éducatrice spécialisée, longtemps fait de manière unilatérale. J'allais au-devant de la personne concernée, je proposais, je portais un projet d'équipe. Depuis longtemps, j'ai toujours voulu mettre en avant des valeurs de considération, de respect, de tact, d'écoute de l'autre, sans pour autant me risquer sur le terrain plus mouvant, moins rassurant, celui du personnel, qui vient questionner les choix professionnels et que j'ai souvent laissé à la porte. Cela ne se fait pas, je ne serai pas une bonne professionnelle, etc. Depuis longtemps dans notre institution, on travaille dans les familles. Et je pense qu'on peut revendiquer la notion de placement à domicile dont on parlait ce matin, c'est-à-dire le service d'adaptation progressif en milieu naturel qui permet aux parents d'avoir la garde chez eux de leur enfant. Et c'est une mesure de placement.
Mais travailler dans la famille, ça ne suppose pas ce franchissement de la frontière entre le professionnel et la personne directement concernée. Travailler avec les familles dans l'organisation, la co-construction de l'accompagnement proposé nous amène directement au cœur de cette frontière qui alors devient perméable. Donc après, moi j'ai fait un petit peu une métaphore. Hein? Il ne s'agit pas alors de trous, de crevasses par lesquels chacun tenterait à tout prix de se faufiler pour atteindre l'autre rive, le territoire de l'autre. Non, nous traversons cette frontière par infiltration répétée, successive, progressive, au rythme de l'un et de l'autre, avec des temps de pause. Nous sommes alors, selon les termes de la clinique de concertation, dans des champs de recouvrement qui permettent l'émulation de compétences. C'est comme des petits filets d'eau qui infiltrent la terre et parviennent à aller plus loin en apportant avec eux la possibilité de sédiments, en s'adaptant à ce nouveau milieu. En fait, on se pose la question, quel risque pour un professionnel de parler de soi, de sortir de son unique posture liée à son métier ? Quel risque pour un parent ou un jeune d'accepter la part personnelle du professionnel ? Quel risque pour un parent ou un enfant de ne pas accepter de tout dire de sa vie, de son intimité ? Passer la frontière, c'est aussi pour le professionnel renoncer à une forme de pouvoir et d'expertise. Dans notre expérience relationnelle de travail avec Madame Yessayan, nous mettons à l'honneur le partage du professionnel et du personnel, qui rend alors productif, inventif, encore plus professionnel. L'exemple des repas dont on parlait, à l'extérieur, dans la famille, mais je dois dire qu'on n'est jamais allé manger chez moi, par exemple. Donc, c'est une question. Pareil, exemple du partage d'informations concernant la vie personnelle, qui en même temps consolide la confiance, rassure, humanise, fait progresser. L'exemple de l'utilisation des portables personnels pour les professionnels à l'usage, on se rend compte que les membres des familles l'utilisent avec parcimonie lorsque le professionnel est en service, en cas d'extrême urgence. Et en fait, cette utilisation du portable personnel, elle facilite le travail et l'accompagnement. Et souvent, on le décide de manière commune, sans obligation ou systématisme. Là, vous m'aviez appelé pour cette histoire d'hospitalisation. Dylan m'a parfois appelé certains dimanches, alors que j'étais pas de service. Mais bon, c'était important que je puisse répondre à ce moment-là. Mais je veux dire, je suis pas envahie de textos ou d'appels et inversement, non ? Non, c'est moi depuis hier. Arrêtez pas de m'appeler. Et stress. En fait, Madame Yessayan avait très peur de venir jusqu'ici et je me demandais si elle arriverait à prendre le bus, non ? Ouais, j'ai pris le bus. Ben, je sais bien. Je sais bien. Le bus tranquille. Et je vous en remercie encore. De rien. J'enverrai ma note. Donc en fait, on se dit, qu'en est-il de l'intrusion volontaire ou non de chacune dans la vie de l'autre ? On s'est posé la question. On se disait que ni les familles ni les professionnels, on n'évoque jamais comment les éducateurs parlent ou pensent une fois leur journée terminée des personnes qu'ils accompagnent, et inversement pour les membres des familles, parce que bon, je sais que parfois, Dylan se retrouve avec sa maman et qu'il parle des membres professionnels. De oui, moi, on parle de vous. Oui. Et moi, ça m'arrive aussi de penser à vous et de parler de vous quand je suis pas... Je rêve même de vous. Oui, alors ça, vous pouvez le partager si vous avez envie. Hein. Oui, j'ai rêvé de vous. Elle m'avait engueulé. Et hier, comme par hasard, je bouquine son truc, là, et elle a marqué exactement ce que j'ai rêvé. Ouais. C'est-à-dire ? Ben, allez-y. Je sais pas où j'en suis, là. De quoi vous parlez ? Oh. Sinon, demain, on est encore là. Hein. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec Brigitte Yessayan, nous vous voyons. C'est une forme de respect, d'élégance, alors sûrement liée à nos âges et à notre éducation. Oui. C'est vrai qu'on s'est jamais tutoyé. Ben non, vous voulez pas m'embrasser en plus. C'est vrai. Alors vous le faites avec d'autres. Et tac.
Eh bien, je pense que c'est la spécificité de notre relation, Madame Yessayan. Je vous aime quand même. Cet exposé qu'on vous fait aujourd'hui a été travaillé alors que notre institution n'accompagne plus le fils de Madame, puisqu'en fait, il y a eu une fin de mandat en juin 2016, comme elle le disait tout à l'heure. Et donc, on se dit que Madame, elle devient presque coprofessionnelle, ce que je disais tout à l'heure, que vous détenez une forme d'expertise intéressante à partager avec d'autres professionnels ou d'autres familles, et que vous franchissez, vous aussi, une frontière. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que votre nom, il était sur un jugement d'assistance éducative, et que là, pour aujourd'hui, son nom s'est retrouvé sur une plaquette d'information pour les journées d'études. Et donc, rien que pour ça, franchement, je remercie votre courage, votre humilité, votre arrogance aussi, qui m'ont vraiment fait progresser dans mon travail. C'est ce que j'avais rêvé. L'arrogance. Donc après, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui empêche le franchissement de la frontière professionnelle-personnelle? Donc, avec Madame Yessayan, on a listé, on ne connaît pas l'autre, on a peur du regard de l'autre. Le professionnel qui ne parle que du travail à mener et qui s'autorise jamais à parler peut-être de son humeur, du week-end qu'il a passé ou de comment il est en ce moment. L'incompréhension de ce qui est proposé. Le professionnel et son jargon, une maman en parlait ce matin, le vocabulaire spécialisé, l'utilisation des sigles, du secteur social. Moi, je vous l'ai dit souvent, parlez-moi français. Oui. Je ne comprends rien à vos trucs, là. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. La peur aussi de sortir du cadre professionnel. Ça y est, elle est partie. Le non-respect de l'autre. Donc voilà ce qu'on avait listé. Et qu'est-ce qui permet le franchissement de la frontière? La notion de durée, c'est important. La notion d'équipe, qui rend moins périlleux la prise de risque et pour le professionnel et pour l'usager. Le respect du rythme de chacun. Ne pas empiéter sur le territoire de l'autre. Le côté moins formel. On a parlé du séjour partagé à la neige, mais ce matin, Lauriane parlait de tout autre exemple. Accepter de sortir du cadre. Oser. La franchise, le débat. Qu'est-ce que permet ce franchissement de la frontière entre le professionnel et personnel? Une confiance qui s'installe, voir la personne derrière le professionnel, la prise de conscience que chacun peut être concerné à un moment de sa vie par les services de l'aide, de la santé, de l'éducation et du contrôle. Les éducateurs aussi peuvent avoir des problèmes dans leur vie. Permet de dévoiler plus de choses, permet de créer une complicité avec parfois des confidences, permet d'accroître le professionnalisme, une meilleure compréhension de la trajectoire. Ça permet aussi de sortir du cadre, d'oser, d'inventer des modes d'accompagnement. Garder le lien au-delà des mandats et du cadre de la mesure. L'exemple de Dylan qui est venu fêter son anniversaire sur le groupe alors qu'il n'est plus suivi depuis presque 1 an. Donc je me suis posé la question, est-ce que j'accepte qu'il vienne sur le groupe, puisque j'étais en temps de travail, mais lui faisait plus partie de l'effectif. Nous pensons important de permettre la continuité de ce lien en proposant un espace de parole et de partage entre professionnels et membres des familles, entre familles et jeunes suivis et ceux qui sont sortis de l'institution. Que sont-ils devenus? Comment peuvent-ils nous aider à améliorer notre travail? Comment peuvent-ils être ressources pour d'autres familles? Moi, je me porte volontaire pour mettre en place ce type d'espace. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui le sont aussi. Et puis, je crois que vous aussi, non? De quoi? Qu'est-ce que vous dites? De continuer le travail. Oui, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Oui, on va continuer, puis l'année prochaine, il faut qu'on revienne. Alors, je ne sais pas où, ça ne sera pas à Nîmes. Je ne sais pas, je sais pas où ça sera. Non, ça ne sera pas Genève non plus. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était dit ce matin par une maman, c'est que sans doute les mamans, les parents, les jeunes peuvent servir de témoins et peuvent accueillir des nouveaux, etc. et aider à ce que la confiance s'installe avec une institution. Maintenant, c'est à vous. Hein. Merci.
Dis bonjour au micro. Non, je ne suis pas toute seule. Oui, il va tomber. Oui. Lionel, un grand merci de la part de nous 4. Merci. Voilà, alors moi je m'appelle Lynn Lancio, je suis psychologue au Moutachou, dans le service Piaf. Je suis aussi maman de 4 enfants. Et alors, avant de démarrer et avant que Madame Muté ne se présente d'une manière un peu particulière, on a fait une petite vidéo pour votre présentation, je voudrais d'abord vous raconter à quel point c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui qu'elle soit là à mes côtés et puis qu'en plus de l'autre côté, il y ait Brigitte. Parce que quand l'idée a émergé il y a 1 an, Catherine vous a un peu raconté le contexte, je vais le compléter tout à l'heure, au retour, j'en ai parlé tout de suite à Madame Muté. Et Madame Muté m'a dit je veux bien réfléchir avec vous, je veux bien penser tout ça, mais je ne peux pas aller à Nîmes parce que c'est beaucoup trop loin. Madame Muté fait partie de ces gens qui adorent le Nord-Pas-de-Calais. Quitter l'île, c'est quand même compliqué, voilà. Et donc, du coup, elle m'avait averti dès le mois de septembre. Donc, on avait travaillé dans ces conditions-là. Jamais j'ai imaginé qu'elle ferait la route avec nous. Et puis, au mois d'avril, alors emportée aussi, je pense, par le travail que toute l'équipe va vous présenter demain, au mois d'avril, elle a décidé que c'était important pour elle de venir. Alors, je pense que c'est un bel effort. Et Madame Muté, elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est une grande théoricienne. Moi, j'ai la lourde charge de vous transmettre après sa théorie. Elle a théorisé quand même quelque chose qui est pour moi très percutant. Et elle a une phrase qu'elle m'a autorisée à vous donner. Quand elle a décidé de venir, elle a dit « Je ne le fais pas pour vous faire plaisir, je le fais parce que c'est avec vous ». Donc ça, déjà, ça m'a fait très plaisir et puis ça m'a donné de l'énergie. Et quand on est arrivé mardi, qu'on a été accueillis par les parents, les professionnels, d'une manière très chaleureuse, quand on est retourné toutes les deux dans notre chambre, dans notre mobil-home, elle m'a dit j'avais confiance en vous, j'avais confiance au Moutachou, à Piaf, mais maintenant j'ai confiance en tout le monde. Voilà, et ça, je trouve quand même que c'est vraiment une super expérience qu'on aura traversée, quoi. Voilà. Alors pour préparer cette intervention, on l'a fait pour une part à 2, autour de repas, mais pour une autre part aussi avec les collègues de l'équipe Piaf, l'ensemble de l'équipe, les éducs qui sont mobilisés autour d'un repas toujours avec nous. Et c'est vrai que la question s'est posée de comment on vous explique un peu qui est Madame Muté, est-ce que c'est moi qui dois le faire? Déjà je reprends ses phrases, bon. Et puis Isabelle a eu la bonne idée de filmer, et puis Madame Muté a utilisé son humour. Alors il y a une première vidéo qui dure une petite minute. On a 2 vidéos d'une petite minute pour démarrer. La première vidéo qui explique pourquoi Madame Muté a fait le choix de ne pas parler avec beaucoup d'humour. Elle vous l'explique. On n'a pas de son. Oui, c'est dans la salle famille. Madame Muté, est-ce qu'on pourrait expliquer à la salle pourquoi on a fait le choix de faire des parties filmées pour notre travail de présentation du jour? En fait, j'ai peur de parler avec les gens et j'ai des crises d'angoisse et des crises de panique. Et quand j'ai des crises de panique et d'angoisse, je suis capable de partir et je suis avec ma malade et puis je vais partir. Donc j'ai peur de Nîmes, de rentrer à pied jusque Lille, quoi. Bon, donc du coup, l'idée de filmer, c'est à la fois vous permettre de prendre la parole et puis aussi de rester avec nous malgré l'angoisse que vous pourrez peut-être avoir devant tout le monde, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Merci en tout cas. De rien. Et puis il y a une deuxième petite vidéo qui dure pas beaucoup plus longtemps, dans laquelle Madame Muté se présente. Voilà.
Madame Muté, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Karine Muté, je suis la maman de Fabrice. J'ai 4 enfants placés depuis 6 ans. Non, c'est 6 ans, ouais. Et Fabrice, il est au Mutachu depuis 6 ans. Et après, il a été à Piaf. Ouais. Vous vous souvenez pourquoi il est passé sur le service Piaf? Oui, parce que en fait, c'est un internat de semaine. En fait, Fabrice il dort du vendredi au lundi chez moi, du lundi après-midi au mercredi matin chez son père, et le mercredi après-midi jusqu'au vendredi, il est à Piaf. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu comment on travaille ensemble sur le service Piaf? Oui, en fait, on se voit pour les projets d'avenir de Fabrice, mais on se voit aussi pour les barbecues, pour discuter entre nous, des sorties entre nous. D'accord, peut-être s'arrêter là. Voilà. Voilà, alors du coup, je vais vous évoquer un petit peu tout notre travail, hein, et puis toute la part que Madame Muté a grandement contribué à préciser. Alors l'année dernière, je concluais mon propos à Royan en parlant de Madame Muté. Pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ont un petit peu dormi depuis, je vous racontais à ce moment-là mes histoires de téléphone portable. Hein, on retrouve le fameux téléphone portable. Ce que je vous disais, c'est que lorsque j'appelle les parents ou les adolescents, je ne masque jamais mon numéro de téléphone pour une raison très simple, qui est celle que je ne décroche jamais moi-même au numéro masqué. Et ainsi qu'on me l'a enseigné, il est convenable de ne pas faire aux autres ce qu'on ne souhaite pas non plus pour soi-même. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de familles des personnes avec qui je travaille disposent de mon numéro de téléphone personnel. Alors à ce moment-là, à Royan, j'avais évoqué, un peu comme l'a fait Catherine tout à l'heure, l'idée que pas plus que d'autres personnes de mon entourage ou de mon environnement professionnel, les membres des familles n'avaient tendance à abuser de l'usage des télécommunications. Voilà. Par contre, je vous racontais que Madame Muté avait, elle, franchi le cadre des horaires en me mettant un message un dimanche. C'était donc l'année dernière, et elle m'avait laissé le dimanche de la fête des mères un joli message. Elle me l'a souhaité doublement, cette fête des mères. D'abord, elle a salué très délicatement mon statut de maman, ce qui n'était pas rien à ce moment-là. Et puis en plus, elle m'a dit une deuxième chose. Elle m'a annoncé que pour la première fois depuis très très longtemps, elle réussissait à faire de cette journée de fête des mères une belle journée. Voilà, alors c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, et je m'étais demandé quelle partie de moi elle était venue interpeller par ce message que j'avais entendu d'une double manière. J'avais été très touchée par ces quelques lignes. Je m'étais laissée traverser par cette sensation très agréable le dimanche, un dimanche matin, sans y réfléchir davantage. Mais plus tard, les questions sont venues et elles me sont apparues essentielles dans le travail que nous menons ensemble, et notamment dans tout le travail qui consiste à créer ce nous qu'il faut construire ensemble et faire évoluer, avancer. Alors l'année dernière à Royan, en entendant parler de Madame Muté, Catherine a attrapé au vol cette réflexion pour les raisons qu'elle vous a évoquées tout à l'heure et du message de Brigitte. Et puis on y a finalement trouvé suffisamment de proximité pour faire un petit bout de chemin ensemble, toutes les quatre, à 935 km de distance. Finalement, Madame Yessayan, Brigitte, et Madame Muté, Karine, ont eu la gentillesse de prendre cette route avec nous. Alors ce que je voudrais dire en démarrant, c'est que toutes les quatre, nous sommes finalement peu préoccupés par l'idée d'une distance à trouver. Par contre, on est davantage mobilisés sur l'idée d'une proximité qui est en mouvement.
Voilà, alors ce qu'on a mis au travail, c'est finalement cette relation qui se construit à petits pas, rencontre après rencontre. Et on s'est demandé avec Madame Muté quelle énergie nous mobilisions chacun de notre côté. Quelle part nous mettons en mouvement à chaque fois que nous nous rencontrons et que nous nous mettons ensemble au travail. Que recouvre finalement cette dimension professionnelle et cette dimension privée ? Est-ce qu'elles sont réellement délimitées ? Est-ce qu'on peut cloisonner ces parts qui sont très actives dans notre identité ? Et puis on s'est posé la question du côté des membres des familles, à quel moment est-ce que les membres des familles choisissent de partager des choses avec nous, que ce soit dans la dureté d'un conflit, on évoquait ça ce matin, quelquefois on se rencontre dans le conflit, ou bien dans une relation plus tendre, qu'est-ce qui vient rendre la rencontre possible ? Quelle est la part de nous-mêmes que nous mobilisons chaque fois dans ces rencontres ? Oui, merci. Alors, la question, on l'a un peu formulée comme ça avec Madame Muté, c'est est-ce qu'on peut s'approcher, se rapprocher, sans se fondre et se confondre ? Alors, vous comprenez bien pourquoi je me suis tournée du coup vers Madame Muté pour réfléchir à ces questions. On se connaît depuis 6 ans, depuis que Fabrice a été accueilli au Moutachou. Et puis, dans le travail qu'on a mené ensemble, on a connu beaucoup de configurations de travail différentes. D'abord, on s'est rencontrés. D'abord, j'ai rencontré Fabrice seul, et puis je rencontrais sa maman avec un éducateur. Et puis finalement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il était plus intéressant qu'on se voit tous ensemble. Vous voulez qu'on s'arrête ? On continue ? Finalement, donc, on s'est rendu compte que c'était intéressant qu'on se voit tous ensemble. Donc Fabrice, les éducateurs, la psychologue et puis vous. Mais depuis 2 ans, on a ajouté des rendez-vous. Et ces rendez-vous, c'est des rendez-vous entre adultes qui sont plus fréquents et qui ont finalement pour vocation de continuer à parler de l'ensemble de la famille, mais aussi de parler du monde qui nous entoure, de comment, de chacun de notre place, on peut choisir d'y vivre. Et finalement, on se découvre davantage, on se rapproche, et puis quelquefois on s'éloigne aussi. Alors avec Madame Muté, on a décidé de réfléchir à cette limite privée-professionnelle, à cette porosité, à cette étanchéité, et conformément à nos habitudes de travail, on s'est attablé avec un crayon et un papier à proximité de la fourchette, parce que nous on a des fourchettes en métal qui font du bruit. Mais c'est celle-là que tu as entendue. Alors, je reprends là les propos de Madame Muté. Je me sens bien quand on parle, et ça a presque été tout de suite comme ça. C'est sûrement parce qu'on a choisi toujours ensemble où on pouvait se voir. Quelquefois, on discute, on boit un café. Quelquefois, on mange ensemble sur le service. Mais je peux dire si ça doit se passer chez moi, parce que je préfère ne pas sortir. Quelquefois, on sort, on va au cinéma. Il y a des moments tristes, mais il y a aussi beaucoup de moments où on rigole. Et puis là, vous avez ajouté quelque chose qui m'a, moi, beaucoup éclairé, beaucoup percuté, mais beaucoup éclairé. Vous avez dit, pour moi, c'est comme si vous étiez la psychologue de Fabrice, la psychologue de la famille et une copine aussi. Alors, il y a quelques années, j'aurais sans doute été catastrophée. Je me serais dit, mais si je suis sa copine, alors je suis pas professionnelle. Est-ce que je peux vraiment travailler avec cette maman si je suis sa copine ? Mais pourtant, ce jour-là, quand vous avez énoncé cette pensée, vous avez soutenu la mienne. Et on a poursuivi notre réflexion. Alors, que voulait dire le mot copine ? On a réfléchi à ça ensemble. Vous m'avez répondu, je sens que vous m'aimez bien, moi aussi je vous aime bien. Je peux donner mes idées, elles sont intéressantes. Je ne connais pas vos enfants, mais je sais que vous en avez aussi. Ça doit être dur pour vous avec le travail et tout le reste. On partage la vie de Fabrice, la part à Piaf, la part à mon domicile. Il n'y a pas de frontières réelles. Alors nous, les professionnels, nous parlons souvent des phénomènes transférentiels qui sont à l'œuvre dans la rencontre et dans le soin. Mais comme je travaille aussi beaucoup avec Madame Laga, qui est très attentive aux mots, je me suis dit qu'on pouvait peut-être réfléchir à décrire tout ça autrement. Et notamment dans la part qui touche le professionnel et qu'il a plutôt l'habitude de traiter dans un espace ou dans un endroit plus privé, comme l'analyse de pratique ou la supervision. Nous autres, les professionnels, nous avons effectivement l'habitude de mettre ces aspects-là au travail à l'abri des familles, alors qu'ils sont directement concernés par ce qui se joue dans la relation. Et si nous essayions d'en parler un peu, qu'est-ce que cela produirait ?
Madame Muté et moi, on s'en est rendu compte dans nos nombreuses discussions, nous sommes différentes en bien des points. Mais nous avons pris l'habitude de nous expliquer l'une à l'autre, de nous dire là où ne nous parvenons pas à nous comprendre, et surtout de chercher à nous décrire ce que les événements que nous traversons en commun nous font vivre. Du coup, il nous faut bien parler de nos émotions, il nous faut bien parler de ce que nous ressentons. Alors finalement, Madame Muté, ce que vous mettiez en avant, c'est la capacité que vous avez à nous envisager dans nos proximités. Qu'est-ce que nous avons de pareil? Qu'est-ce qui nous différencie, hein? Quelle part du monde nous percevons de la même manière? Quelle autre part nous apparaît dans des lumières différentes? Comment chacune, lorsque nous nous rencontrons, nous parvenons à nous approcher de la part de l'autre? Alors, on a essayé de différencier les parts qui sont à l'œuvre dans le travail qu'on mène. On a différencié 3 parts. La part adulte, hein, qui est chacune de notre place. Nous avons des choses à mettre dans ce travail qui fait partie de nos expériences, de nos savoirs, de nos émotions. Il y a une autre part qui serait la part enfant en nous. On en parle aussi beaucoup. Tout à l'heure, on en reparlera un petit peu aussi. Et là, on s'est rendu compte que tout ce qu'on traverse avec nos enfants et ceux des autres nous confronte forcément à l'enfant que nous avons été. Et puis, il y a une autre part, qui est une part très importante dans le travail qu'on mène ensemble, qui est la part partenaire. Ensemble, sur un petit bout de chemin qu'on parcourt autour de Fabrice. Alors, au cours de notre travail, on a laissé ces différentes parties se parler, se dire, se mêler, se démêler. Et puis, la circulation de tous ces allers-retours a créé l'énergie qui nous a mis en lien. En tout cas, c'est notre hypothèse. L'ouverture vers l'autre devient possible et elle produit les conditions de la rencontre dans une altérité profonde. Finalement, la voilà, cette part copine que vous avez théorisée et que vous avez isolée. C'est la capacité de nous regarder mutuellement comme 2 êtres dignes, respectables et reliés. Au-delà du chemin que nous avons à faire ensemble pour accompagner Fabrice, on est nombreux autour de Fabrice, nous nous reconnaissons dans nos parts communes, dans ce qui construit nos singularités et nos particularités. Mais plus encore, et plus loin dans notre réflexion, ce qu'on a entendu dans la part copine que vous avez décrite, c'est le choix délibéré qu'on a fait, qui est le choix de mettre au devant nos proximités pour mieux aborder nos particularités et nos différences. Celui de prendre le risque de nous approcher et de nous travailler dans un champ à découvert, plutôt que de nous arrêter aux clôtures de nos statuts respectifs. Alors je vous ai posé une autre question, parce que j'avais besoin d'être aidée. Pensez-vous que nous pouvons encore être au travail ensemble dans cette proximité? Finalement, est-ce que la distance n'est pas nécessaire pour réfléchir et penser ensemble? Et là, vous m'avez apporté un nouvel éclairage que j'ai trouvé parfait. Ça m'a vraiment aidé. Vous avez dit, mais non, sinon, comment feraient les gens qui travaillent en famille? Moi, j'ai travaillé avec mon père dans sa boulangerie. Dans la journée, il était mon patron. Et le soir, ça ne l'empêchait pas d'être mon père. On peut être plus ou moins proche en fonction des moments. Et là, moi, j'ai pensé aussi à mon père, qui était instituteur. Et je suis allée dans sa classe en CM2. Dans la journée, je l'appelais monsieur. Et le soir, quand il enlevait sa blouse, il était de nouveau mon papa. Bien sûr, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas réellement de travailler en famille. Pourtant, l'idée que vous avez eue d'évoquer les différentes postures qui s'alternent me semble assez proche et assez juste pour décrire ce que nous vivons. Avec un peu de pratique, de souplesse et puis aussi beaucoup de travail en collectif, nous pouvons aisément saisir les différentes casquettes à notre disposition et les alterner de manière dynamique. Nous pouvons jouer des multiples aspects de notre identité pour poinçonner les frontières. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner finalement dans cette porosité? Parce qu'à l'inverse, ce qu'on entend souvent, c'est des arguments qui nous engagent à multiplier les douanes, à élever des murs, à cloisonner des espaces, à limiter des relations, toxicité, distance, méfiance, tout cela bien sûr avec l'idée de mieux protéger. Notre réflexion, elle vient ici proposer que pour protéger, il vaut mieux ouvrir des espaces, oser la rencontre et favoriser les croisements. Il vaut mieux favoriser les changements de casquettes. Dans cette proximité en mouvement, l'énergie s'active dans une spirale ascendante, elle crée le lien, la relation, puis la capacité de penser ensemble, d'accéder à la dignité dans la rencontre. Alors nous, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est la porosité des frontières comme une valeur ajoutée à notre travail. Voilà.
Merci. Attends, faut que j'enlève ça. Faut que je cherche un micro. Voilà. Oui, me revoilà. J'ai 2 petits dessins à vous montrer. Le premier, c'est parce que je suis un peu surpris. Je pensais être le seul dessinateur aujourd'hui. Ça arrive. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est le duel. Après, j'ai voulu faire quelque chose sur le duo parce que je pense vraiment qu'on a... Il y a un duo qui est né là et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je parle de Catherine et Brigitte. C'est Catherine et Chantal. Hein. Sur Canal, c'est Catherine et Chantal. Catherine et Liliane, mais vous êtes mieux. Hein. Est-ce qu'il y a des... Parce que j'ai pas eu de demande de petits papiers jaunes. Donc en plus, sachez que c'est quand même bien parce que ça permet de se faire un peu de vent. Remettre la photo d'avant, le dessin d'avant. C'est pour la photo? C'est ça? Ah. Eh oui. En plus, Lionel, on se demande ce qui se tient là, mais... Je pouvais pas m'empêcher. C'est bon? Bien, alors je pense que du coup, on va... Merci de prendre soin du timing. Je pense que ça permet à Victor et son acolyte de venir nous faire un petit coucou, s'ils sont prêts, parce que comme... Oh, mon Dieu, oui, les voilà. Excusez-moi. Oh. Oh. On va lui faire... Viens. Pardon. Ça, quand même... Tu en reviens, toi, que jamais elle l'a embrassé? Jamais tu l'as embrassé, alors on n'a qu'une envie qu'on la voit, c'est de lui faire un bisou. On veut le voir, nous, ce bisou. Moi, je peux lui faire, moi, les bisous à ta place. Alors, fais-moi un bisou, là. Hein. Moi, j'en fais avec mon rouge à lèvres. Ouais. Regardez le transfert. La trace comme ça, voilà. Et encore, ils n'ont pas vu, voilà. Hop là, hop, et transfert. Ça y est, t'as fait un bisou. Ça va, on a respecté... Oui, on a tout respecté, c'est sûr. T'as juste oublié le vouvoiement. Oui. Non, c'est-à-dire que je prends la tête. La peau de singe, eh c'est ben ça? Oui, ça porte chance. Oh, c'est pourquoi elle vous a dit ça? On est dans le Nord. Ah oui. Mais oui, attention, bon, ben alors, alors, quand est-ce qu'on se fait ce petit repas, là? Parce que on n'est jamais venu chez toi, alors... j'ai pris la saucisse, on ne sait jamais, parce que bon, je sais qu'on aime les bonnes choses. Voilà, on a de quoi, je contribue au repas. Voilà. Oh, c'est modeste, mais c'est pour encourager ce fameux déjeuner sur l'herbe qu'on va se faire bientôt. Oh. Oui. Et attends, je voudrais juste voir un truc. Pardon. Oui. Oh, Victor, je te sens. Oui. Je cherche les éducatrices ou les éducateurs. Ça doit être facile à repérer. Ils sont tous en surpoids. Mince, alors je dois être aussi. Ben, avec le nombre de repas qu'ils font, je veux dire... Ils ont besoin d'air. Regarde là-bas, ils commencent à fondre, là. Ils ont les éventails. Tu l'as où, ta frontière? Je sais pas, mais pour me sentir plus à l'aise, j'ai envie d'être dans le rôle du chien Dyson. Parce que... Les chiens, au moins, ça se pose moins de questions. Ça fait moins de psychologie, parce que c'est quand après, il y a trop de psychologie, trop de sociogénogramme, tout ça. J'ai envie de revenir. Peut-être moins dans la distance, tu vois. On se renifle, on se fait du bien. Excusez-moi, et on va aller vérifier les frontières, pardon. À tout à l'heure.